Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision. Et au programme de cette soirée, Info 10, le journal local et régional. À 19h, vous retrouverez Séverine Méridan pour les playoffs de basket. 2 matchs ce soir, MJCA contre BMBC et EDO contre GGB. Ce sera donc après la coupure pub, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le vendredi 19 avril 2024 et la semaine dernière, la commune de Capesterre-Belle-Eau a été marquée par 2 événements sanglants. Le 10 avril, une femme de 66 ans était victime d'un vol avec arme derrière la mairie. Elle a été frappée à la tête par le braqueur et a succombé à ses blessures. Le vendredi soir, un jeune de 24 ans était tué par arme à feu en marge d'une fête à la section Doyer. 2 décès de trop pour la municipalité qui réactive son conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Regardez. 2 faits d'armes qui nous ont beaucoup ébranlés. Un jeune de 24 ans qui a été porté en terre cet après-midi, mais surtout une femme âgée de 66 ans qui aura été donc molestée et aussi par arme à feu. Donc c'est dire que nous avons franchi la ligne rouge, puisque nos aînés ont toujours été à l'abri de ce type de situation et nous tenons à ce que cela demeure ainsi. Et c'est dans ce cadre que nous avons convoqué cet après-midi le CLSPD donc en urgence afin de pouvoir donc évoquer ces faits, mais surtout faire un certain nombre de propositions. Déjà, la première, c'est que nous puissions avoir des arrêtés pour limiter donc la vente et la consommation d'alcool passé 21 heures sur le territoire, que nous puissions aussi mettre en place avec les services donc des forces de l'ordre une opération place nette pour pouvoir regagner donc du terrain, faire peur à celles et ceux qui font des méfaits, à ces délinquants sur le territoire et pouvoir retrouver ce sentiment de quiétude pour l'ensemble de la population. Et de l'autre, que nous puissions agir aussi avec les services de l'État pour faire de Capesterre-Belle-Eau un territoire expérimental pour que nous puissions être dotés donc de contrats aidés spécifiques pour pouvoir accompagner donc nos centres sociaux et espaces de vie qui sont en contact donc des publics difficiles et surtout porter une réponse à la jeunesse guadeloupéenne, mais aussi à la famille guadeloupéenne qui est en quête d'emploi et pouvoir là les accompagner dans le cadre de ces perspectives pour pouvoir les mobiliser sur des actions positives et donc plutôt les orienter sur leur projet de vie plutôt que de rester dans le cadre de cette oisiveté qui gangrène notre société aujourd'hui. C'est par exemple faire en sorte que d'accompagner les associations. Aujourd'hui, les associations mènent un travail remarquable avec notamment les bénévoles. Il y a donc possibilité de renforcer l'accompagnement financier des associations. C'est tout le sens du contrat de sécurité et le contrat social que l'on mène avec le département et qui va être accompagné par des moyens financiers importants. C'est aussi tout le travail en matière de lutte contre l'illettrisme. C'est tout le travail d'accompagnement des jeunes, par exemple dans l'activité sportive. Comment on peut aider au travers des investissements qu'apporte l'État aux communes pour déployer des outils, des salles de sport, des stades, pour, comment dirais-je, j'aime pas trop le terme d'occuper, mais enfin voilà, de rendre à cette jeunesse un sens positif à leur vie. C'est une meilleure, sans doute, coordination et valorisation de l'action essentielle des associations. Nous avons beaucoup d'associations. Le problème, c'est que l'on peut constater, c'est qu'elles travaillent souvent en silo, séparément les unes des autres. C'est de faire en sorte que ces associations, se parlent, partagent parfois leurs moyens pour avoir des actions de plus grande ampleur. Et à l'heure où le sous-préfet de Pointe-à-Pitre envisage d'étendre le couvre-feu sur le territoire des Abîmes, le maire de la ville, Éric Jalton, fait savoir qu'il n'est pas favorable à l'idée. Pour l'élu, il ne faut pas stigmatiser l'immense majorité des jeunes mineurs qui, après 20 heures, s'adonnent à des activités saines hors de leur domicile. À noter, on l'oublie trop souvent, que les enfants, finalement, sont le reflet de la société et ce n'est pas nécessairement en les privant qu'on va régler les problème dans le fond. Et la municipalité de Sainte-Anne, elle se penche sur les conséquences des incarcérations sur les familles. Hier soir, elle organisait d'ailleurs un débat au centre culturel sur l'impact de la prison dans les foyers. Une occasion pour le maire aussi d'échanger avec les parents et tenter de trouver des solutions pérennes pour la jeunesse de son territoire. Regardez. Ce soir, nous avons un certain nombre
personnalités, institutions qui va nous accompagner, le PPJ, le conseil régional, le conseil départemental, la gendarmerie nationale de Sainte-Anne et évidemment la police. Et évidemment les services au niveau de la CLSPD. Ce matin, j'étais avec le ministère de l'Intérieur, nous avons parlé. J'avais travaillé sur une question, déjà sur la question du père, et j'avais demandé donc, un entretien à une avocate qui m'avait entretenu sur les pères détenus. Et j'avais donc beaucoup appris de la prison, ça c'est déjà le premier point. Et donc je veux échanger avec les parents, singulièrement les parents, pour trouver des solutions pour l'accompagnement de ces enfants-là. Il y a des enfants qui souffrent, qui sont dans des prisons. Il faut trouver une porte de sortie. Il faut aussi dire aussi quelles sont les responsabilités de nos parents. Je pense aussi que l'histoire peut apporter des réponses sur, non pas les incidences de la prison sur la famille, mais sur tout le processus qui peut conduire en prison. Donc, je me suis dit que la grande histoire peut apporter des réponses, mais l'histoire personnelle aussi, l'histoire individuelle peut aussi apporter des réponses. Donc, j'ai accepté de faire cette conférence parce que moi, j'estime que je suis là aussi pour transmettre. Les mamans, les papas, souvent les papas sont un peu, laissent le rôle de père. Reste à la charge de la maman. Donc c'est tout ça que nous voulons mettre en place et échanger sur cela et trouver des solutions. Simplement parce que j'ai un dispositif pour Sainte-Anne que nous devons avancer dessus. Le sujet du lien familial, parce que la question de des enfants en prison, la question de la prison elle-même, elle est étroitement liée à l'état du lien familial. Si le lien familial est fragile, ben, c'est peut-être le début du processus de l'incarcération. Oui, les parents ont répondu parce que dans la salle, il y a quelques parents, évidemment, il n'y a pas suffisamment. Mais au moins ceux qui sont là, ils seront porteurs de voix, de la bonne parole pour aller plus loin. Et je souhaite encore faire ces genres de rencontres pour que nous puissions diffuser ces informations et mettre un dispositif en place pour qu'on puisse se communiquer largement et fortement sur la ville de Sainte-Anne. Et on enchaîne avec cette bonne nouvelle pour la communauté scolaire du collège Germain Saint-Ruf à Capesterre qui voit le maintien de sa deuxième classe Ulysse. Un soulagement pour les parents qui évitent la relocalisation de leurs petits. Regardez. Là, ici dans au rectorat, après effectivement que des parents, des papas et mamans enfants réunis à mobiliser à Capesterre de Guadeloupe, eh bien, pas d'avoir effectivement, ils ont comprendre effectivement, ils ont dit qu'ils ont fermé ces classes Ulysse là. On a rappelé ces classes Ulysse là, c'est des classes qui ont encadré des petits monde en situation d'handicap. Nos inquiétudes, c'était de fermer une classe et de délocaliser nos enfants ailleurs. Donc là, on sort rassurés et on veille à l'œil, on se met à l'œil pour surveiller. Nous avons bien constaté que nous avons malentendu, visiblement, c'est ça qu'il faut nous comprendre, nous avons malentendu, et qu'il n'y a pas question effectivement de fermer classe Ulysse, il n'y a pas de question effectivement de fermer classe Ulysse, c'est simplement, dans des termes, ils ont fait une sémantique avec nous, fait nous comprendre effectivement qu'il n'y a pas question de fermer, et qu'ils ont réajusté, ils ont fait un travail en profondeur, hein, pour savoir effectivement des petits gens qui sont à proximité de l'école là, ça qui est loin, etc. Et puis dispatcher à effectivement les différents Ulysse qui existaient sur ce territoire-là. Et finalement, nous finissons par dire effectivement, nous maintenir effectivement les dispositifs qui étaient existés et que finalement, chaque année, comme la procédure veille, eh bien, nous avons vrai effectivement s'il faut mettre une, s'il faut ajouter une. Mais en tout cas, nous maintenir effectivement les dispositifs là qui étaient existés là. On ne voulait pas que les enfants aient un tel chiffre, on voulait les enfants restent à Capesterre. Donc on est content là maintenant, donc les enfants restent à Capesterre, on entre 2024-25, les enfants seront à Capesterre. Ça permet effectivement de mettre en avant qu'il y a des enfants en situation de handicap et que ce qu'on a pu entendre effectivement
certains se sentent effectivement oubliés, écartés du dispositif normal. Donc l'objectif, c'est de se dire, ils sont là, il faut aussi les accompagner et de mettre les moyens pour pouvoir justement aider ces enfants à s'épanouir dans le système scolaire. C'est que la Guadeloupe a souffert d'une véritable politique d'encadrement à ces petits handicapés là. Pas ni un bulletin global qui réfléchit, pas ni un travail de fond qui fait, pas ni un travail de concertation, d'interaction qui a fait entre les politiques, le rectorat et effectivement les papas et mamans enfants, et qui a fait que nous avons trouvé nous dans ce là des malentendus comme ça, et nous avons besoin de faire tout ça pour effectivement un bulletin qui est normal. Un reportage signé Vianney Valverde. Et on enchaîne avec la journée porte ouverte du CFA InTech. Le centre diversifie le panel de formation dispensé sur l'archipel pour permettre à de jeunes Guadeloupéens de rester étudier chez eux. BTS, profession immobilière, service à l'environnement ou encore économie sociale et familiale y sont accessibles. Regardez. InTech, c'est un centre de formation guadeloupéen à taille humaine. Nous avons été créés en 2022 avec l'objectif de pouvoir offrir aux Guadeloupéens la possibilité de se former entièrement. Pour ceux qui ne veulent pas partir ou ceux qui ne peuvent pas partir, ils peuvent bénéficier ici de formations innovantes. Je prends l'exemple, nous sommes pionniers en matière de BTS, profession immobilière. Nous sommes aussi pionniers en matière de BTS, métier des services à l'environnement. Donc nous avons pour le moment 2 BTS et à la rentrée en septembre prochain, nous en aurons 4 supplémentaires. Ici, on a la salle asile. Même tête, voilà. Donc il faut comprendre qu'ici, dans l'établissement, on a vraiment différents nombres de continents par salle pour chaque formation. Donc les formations principales qu'on retrouve ici, ce sera vraiment le commerce international, il y aura pour les assurances, il y aura pour les banques, il y a le BTS NDRC aussi qu'on retrouve, ainsi que patrimoine immobilier, pays. En total, on a 6 BTS. Aujourd'hui, c'est notre journée porte ouverte, notre première porte ouverte, puisque nous sommes créés, nous sommes vraiment très jeunes. Donc, pour permettre au public de découvrir déjà les 2 BTS que nous dispensons depuis l'année dernière et les 4 nouveaux que nous mettons pour la rentrée prochaine, sachant que vraiment nous sommes ouverts pour accueillir toutes ces personnes. Un reportage de Maxime Morel. Et maintenant, nous parlons du village mobilité de la ville des Abîmes. Et à cet effet, je reçois Christian Figaro. Bonsoir, monsieur Figaro. Bonsoir. Alors, dites-nous tout, effectivement, sur ce village mobilité qui va se dérouler, effectivement, sur le territoire des Abîmes. Déjà, d'où émane l'idée ? L'idée émane... le maire de la ville des Abîmes, monsieur Éric Jalton, a décidé d'inscrire dans son programme politique du développement durable. Et dans ce cadre-là, nous avons remporté un appel à projet l'an dernier pour réaliser une piste cyclable de 4 km bidirectionnelle étanche à la circulation dans le quartier de Rézé, aux Abîmes. Donc à partir de ça, on a vu avec l'ADEAL pour une journée de mobilisation autour des pratiques de mobilité durable, mobilité éco-responsable. Et dans ce cadre-là, nous organisons demain, samedi 20 avril, entre 8h et 16h, une journée autour des mobilités durables. Donc c'est une manière de présenter à la population ce projet ? C'est ça. Puisqu'on a une grosse rénovation quand même sur le Rézé. Oui. À terme, on sent que ça va plus trop ressembler au Rézé d'antan. Et donc, piste de 4 km qui fera le tour du Rézé, ce sera comment ? Le tour du Rézé. Donc c'est une piste qui partira, vous voyez, au niveau du Creps. Donc on appelle le boulevard Bottineau, c'est la route qui commence et qui rentre dans le Rézé, qui va passer devant le centre culturel Albon, qui continuera pour passer devant le collège et remontera au niveau... Donc on passe devant le primaire, voilà. Après on tourne gauche, tout droit collège. Ensuite on contourne le collège, le stade, on arrive jusqu'au nouveau complexe sportif Guy Corneli, et après on passe devant les conteneurs où on sert des plats très intéressants. Et ensuite, les poulets frites, les fameux poulets frites. Voilà, c'est ça. Et ensuite on repasse devant le canal, le boulevard de Marie-Galante, et on finit jusqu'à la prolongation de Marie-Galante. Et qu'il y aura un petit circuit effectivement qui sera complètement sécurisé d'une piste cyclable de 4 km. Donc en dehors de la route ? En dehors de la route, et vous pouvez pratiquer en famille, entre amis, à tout moment, en toute sécurité. Alors si on veut effectivement savoir plus pour le projet, donc ce sera demain matin ?
Oui, demain matin, à partir de 8h, de 8h à 16h, on a prévu effectivement beaucoup d'animations, des stands, des conférences, des activités ludiques, des mises en situation, où on pourra expérimenter des dispositifs électriques, des vélos cargo, des vélos électriques avec le SMT. On a beaucoup de partenaires, des partenaires institutionnels, des partenaires privés, donc partenaires institutionnels comme l'ADEAL, comme Route de Guadeloupe, des partenaires privés aussi, comme le SMT qui vont nous accompagner pour faire de cet événement une réussite. Et on aura également aussi un village bio où on pourra vendre des produits. On aura des mises en situation avec la prévention routière, avec des vélos, du roller, du BMX, beaucoup d'animations. Mais le but, en fait, c'est de permettre aux personnes de quitter leur véhicule. Alors, c'est ça, en fait. Nous, on fait une sensibilisation pour utiliser les déplacements du quotidien différemment, éviter les véhicules en autosolisme, partager, donc il y aura du covoiturage, partager par l'utilisation des dispositifs électriques, donc partager la voie surtout, puisqu'il y a différents modes de mobilité. Des mobilités douces, durables, actives, on va les appeler comme on veut, mais différents types de mobilité qu'on va présenter demain. Et donc voilà, dans ce cadre-là, il y a partage de voies, aussi pratique de sport et d'activités physiques régulières, sensibilisation autour de l'écologie pour construire une ville meilleure, éco-responsable, éco-citoyenne. Et c'est le souhait de notre ville et de notre maire. On rappelle le programme pour demain, le lieu et l'heure. Alors demain, c'est village des mobilités, de 8h à 16h. Donc venez dès 8h30 avec l'ouverture. Il y a une grande marche qui commence, enfin une grande déambulation dans la ville, parce qu'on va privatiser une partie, enfin pas accompagner à la mobilité sur 3 vagues de circulation, on va dire. Une à 9h, une à 10h et une à 11h. Et puis il y aura d'autres surprises pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Ça reste festif, ça reste de l'animation, ça reste de la sensibilisation, mais on va le faire dans les meilleures conditions. C'est bien quand c'est pédoludique, dans tous les cas. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas Christian Figaro d'être venu sur ce plateau ce soir. Avec plaisir. Et lors de son passage sur l'île, la ministre des Outre-mer a signé 2 engagements avec les communes de Petit-Bourg et Goyave, de nouvelles conventions pour aider ces territoires à poursuivre la lutte contre les invasions de sargasses. Marie Guévenu s'est d'ailleurs rendue sur les installations de barrages flottants déjà financés par l'État. 6 millions d'euros seront encore mis sur la table cette année pour financer plus de dispositifs et moyens nautiques pour capter les algues brunes. Le reportage. Pour aller voir les barrages qui ont été posés ici au large de Petit-Bourg, après avoir signé en fait 2 engagements de l'État, 2 subventions auprès de 2 communes, la commune de Goyave et la commune de Petit-Bourg, pour permettre aux communes, dans le cadre de leur lutte contre les sargasses, de pouvoir financer des barrages flottants, qui sont ceux qu'on a été voir, mais aussi des moyens nautiques ou des moyens aussi terrestres et nautiques qui permettent de venir capter les algues avec des tractopelles aquatiques. On va expliquer ça dans le cadre de l'embarcation. Donc pour nous, c'est évidemment un sujet extrêmement important que la lutte contre les sargasses. Moi, je vous remercie beaucoup Sylvie Gustave Di Duflo pour son engagement en tant que présidente de l'OFB sur ce sujet, et puis aussi comme vice-présidente de la région aussi engagée sur ces sujets et qui nous accompagne. Il y a un certain nombre de choses qui est important de dire sur les sargasses. C'est à la fois les conditions sanitaires qui peuvent impacter les populations quand la sargasse arrive sur nos côtes, avec le gaz qui s'échappe et qui crée des vapeurs toxiques. C'est aussi, Sylvie me le disait en bateau, c'est aussi le phénomène d'érosion de nos côtes. C'est-à-dire qu'en 6 ans, il y a des plages qui ont disparu avec l'invasion des sargasses. C'est aussi le phénomène, les conséquences que ça peut avoir sur le corail, sur la mangrove, sur les herbiers. Donc des conséquences extrêmement fortes également sur la biodiversité. Donc c'est très important que l'État soit aux côtés des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens dans cette lutte, et des communes, dans cette lutte contre les sargasses. L'année dernière, l'État avait financé 6,8 millions dans la lutte contre les sargasses. Cette année,
Ce sera 6 millions qui sera consacré à cette lutte. Donc c'est extrêmement important et on est aux côtés de ceux qui s'y investissent. C'est une bonne nouvelle supplémentaire pour nous. C'est-à-dire que nous avons commencé des chantiers afin de préserver nos populations et préserver l'environnement. Cette signature, c'est 553 000 € supplémentaires qui nous permettront d'acheter du matériel, de la mécanique, des engins qui seront en capacité de collecter les sargasses en mer, mais aussi des engins pour pouvoir collecter depuis la terre avec de longs bras. Donc nous sommes très satisfaits de cette visite puisque l'État vient pour reconnaître les travaux qui sont faits et nous donner des moyens supplémentaires afin de réussir cette opération-là. Les images signées Charlie Dagonia. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. Après la pub et à venir sur le programme, eh bien, les playoffs de basket avec Séverine Méridan. 2 rencontres ce soir, vous voyez les échauffements. 2 rencontres ce soir, à savoir la MJCA contre le BMBC et l'EDO contre le GGB. Une très belle soirée de basket en perspective à ne pas manquer sur Canal 10 Télévision. Et moi je vous dis de passer une bonne soirée, un bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve lundi. Bisous tout le monde. Et donc à venir dans la tranche info, eh bien, ce sera du basket, les playoffs, 2 rencontres comme je vous le disais, une féminine MJCA BMBC et la masculine EDO VS GGB. Ce sera animé par Séverine Méridan, ce sera tout de suite après la coupure pub, normalement ils prendront le relais. Et avant cela, je dis bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir et bisous à Maggie Delaney, bonsoir à Géna Gior, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à Marie-Hélène Borès, à Agnès Bolmin, bonsoir à Moïse Tézénas, au général Franck Abar, à Fabienne Médard. Oui, c'est vrai, le général, la ville des Abîmes est toujours en chantier. En tout cas, eux, ils sont dans leur rénovation urbaine. Donc, une fois que ce sera terminé, en tout cas, ce sera tout nickel. Et notez aussi que la zone, vous voyez, la zone de Dotémar, mais c'est pas encore terminé, la zone de Dotémar. Vous verrez que ce sera un peu moins vert pour le coup, puisque beaucoup d'entreprises vont s'installer là. Ce sera vraiment une grosse concurrence entre Dotémar et Jarry, hein, à terme. En tout cas, il fait le nécessaire sur ce territoire-là. Bonsoir à qui d'autre, il y a des bas. Bonsoir à Maestro, bonsoir à Lina Wild, bonsoir à Talia M. Dor, bonsoir à Marichou Ballonade et bonsoir à Claudie Giraud-Girard, à Indu Fourniture, bonsoir à l'Air du Temps Caraïbes, à SRK Soul Rebelle, bonsoir à Viviane Coton et ce sera... Oui, c'est une très bonne nouvelle que les classes U10 restent ouvertes. C'est vrai que souvent les parents regrettent la fermeture de ce type de classe qui accueille, il faut le dire, des enfants porteurs de handicap. En tout cas, merci à vous tous qui nous suivez et merci aussi à Jimmy qui est toujours présent. On se retrouve lundi.